Donc depuis 2006, la CGPME a mené un lobbying assez fort auprès des pouvoirs publics, justement pour pouvoir développer des actions en faveur de la transmission. Alors la première chose que je vais vous présenter, c'est un petit peu les chiffres sur la transmission d'entreprise en Île-de-France. Alors la situation en Île-de-France, c'est près de 120 000 entreprises de 0 à 49 salariés qui ont un dirigeant qui est âgé entre 55 et 59 ans, qui représente près de 600 000 emplois. Donc c'est assez important. C'est sur 100 000 entreprises de 0 à 49 salariés ont un dirigeant dont l'âge se situe au-delà des 60 ans, qui représente 450 000 emplois. Donc c'est un gros potentiel d'emploi. Si ces entreprises ne sont pas reprises, effectivement, il y aura une grosse défaillance. Donc les TPE de moins de 20 salariés, elles, représentent plus de 50% des emplois des entreprises potentiellement à reprendre. Donc on est à près d'1 million de personnes. C'est quand même pas négligeable. Je reprends mon petit document. Pour vous dire qu'une coopérative de salariés, on la trouve sur tous les secteurs d'activité en France, que ce soit le conseil, que ce soit le secteur culturel comme l'Orchestre Colonne ou le Théâtre du Soleil, comme les taxis à Paris. Il y a 1200 taxis parisiens qui sont organisés sous forme de coopératives de salariés. Deux entreprises du bâtiment que vous connaissez sûrement, les maçons parisiens, les charpentiers de Paris, le chèque déjeuner qui est organisé en coopérative de salariés. Donc des entreprises qui s'organisent, des entreprises sur tous les secteurs d'activité. Nous avons sur l'île de France 250 coopératives pour plus de 9 000 salariés. Ah, pardon, excusez-moi, l'animation. Alors, rapidement, un focus sur ce qu'est une coopérative, un focus rapide. Une coopérative de salariés. Alors, entendons-nous bien, on parle de coopérative de salariés, je ne parle pas de coopérative bancaire, je ne parle pas de coopérative maritime, de coopérative agricole. Donc les coopératives de salariés sont un petit bout dans le grand monde des coopératives. Il y a à peu près 2000 coopératives de salariés en France. Une coopérative de salariés, ça correspond à il y a quelques grands principes, 4 grands principes. 2 qui ont trait au contrôle de l'entreprise. Donc on dit premier principe des salariés décideurs. Ça veut dire que l'entreprise appartient à ses salariés. La gestion démocratique de l'entreprise et 2 principes qui ont trait en fait au partage de la richesse dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'une bonne partie des bénéfices sont rétrocédés aux salariés et les réserves sont impartageables. Alors, je vais très rapidement sur les 2 premiers principes qui sont la gestion démocratique et les salariés décideurs. Vous l'avez compris, les parts, les actions sont détenues par les salariés. Les conséquences de l'organisation démocratique, elles sont importantes, puisque les dirigeants sont élus. Ça donne des coopératives, des entreprises où la légitimité du dirigeant est très très forte, puisque le dirigeant est élu sur une logique de projet, et une adhésion de l'ensemble des salariés au projet coopératif. C'est là où vous commencez à comprendre l'intérêt de la transmission d'entreprise aux salariés en coopérative. L'intérêt majeur, ça va être de fédérer l'ensemble des salariés, ou une partie, parce qu'on peut faire une coopérative de salariés sans que tous les salariés soient sociétaires, mais un des intérêts majeurs, ça va être effectivement de faire en sorte que les salariés adhèrent à ce projet de reprise et en soient les parties prenantes. À partir du moment où vous allez reprendre une entreprise, vous allez avoir 2 nouveaux métiers qui vont être d'une part celui de repreneur et le deuxième, je vous laisse deviner, chef d'entreprise. Voilà, ça suit. Et finalement, chef d'entreprise, c'est bien, mais qu'est-ce qu'une entreprise? Je vais vous donner la définition idéale de l'entreprise, ce que devrait être une entreprise, puisqu'on crée une entreprise ou on reprend une entreprise, ça devrait être une activité. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Commerciale. Monsieur en a parlé il y a quelques minutes. Rentable aussi, il ne faut pas sous-estimer, parce que je pense que ce n'est pas des associations de loi 1901 qu'on reprend, mais des entreprises, donc ce n'est pas le même métier. Ensuite, il va falloir qu'elle fonctionne, entre guillemets, sans le chef d'entreprise, parce qu'à terme, il va devoir piloter son entreprise et non devoir travailler dans son entreprise.
Donc l'objectif, c'est qu'il apprenne à travailler sur son entreprise et non pas dans son entreprise. Ça, c'est vraiment, on va dire, le b.a.-ba du chef d'entreprise. Il doit avoir un objectif qui est de créer ou de reprendre une entreprise, mais enfin globalement, il va falloir qu'il la crée même s'il la reprend. J'ai rencontré cette cible, ce cédant, par l'intermédiaire de la Chambre de commerce du Val-de-Marne. Et bon, ça a suivi son cours, ça a pris du temps, ça a été de second laborieux. Je crois par un expert comptable. Alors j'ai monté, oui, là, j'ai fait un audit d'acquisition avec un expert comptable que j'ai rencontré d'ailleurs par le biais du CRA. Et puis bon, on a monté tout le dossier, le plan de financement, la recherche, toutes les étapes dont parlait Pascal tout à l'heure, la recherche de partenaires bancaires, la recherche d'un plan de financement, ça passe aussi par des prêts d'honneur qui, alors bon, on peut en parler pendant des heures, hein, mais il y a... Alors, une fois que vous avez fait tout ce montage, il y a eu un coup de théâtre. Au moment de signer, qu'est-ce qui s'est passé? Alors bon, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde, et puis dans le monde de la reprise d'entreprise, avant tout, ce que disaient aussi les intervenants précédents, c'est des échanges humains, et on sous-estime très 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 souvent les problèmes humains. On est avant tout, on se focalise sur des marchés, sur des critères économiques, des ratios de rentabilité, mais on sous-estime très 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 souvent l'humain, puisque c'est l'humain avant tout qui va faire qu'on va aboutir ou pas. La psychologie du cédant. Et la psychologie du cédant dont on parlait tout à l'heure est primordiale. Alors racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé. On avait, lors de notre plan de financement, on avait convenu avec nos avocats respectifs, on avait signé une promesse d'achat, une promesse de vente, en se fixant un objectif de signature définitive, de closing définitif assez rapproché, pour mettre un petit peu de stress sur le milieu bancaire, pour essayer d'obtenir des réponses un petit peu plus rapides. Tout en sachant et en ayant convenu de part et d'autre qu'on était conscient que les délais étaient trop courts et qu'on serait obligé de proroger les délais. Une semaine avant la fin du délai de signature, j'avais mes accords financiers, mais je ne les avais pas encore écrits. Donc j'ai appelé mon cédant, je lui ai expliqué que bon, j'avais le financement, mais qu'il faudrait proroger un petit peu de quelques jours la date de signature est effective. Mon avocate a appelé son confrère, tout allait pour le mieux dans le meilleur du monde. La seule chose, c'est que le jour d'expiration du délai, j'ai reçu une lettre recommandée me signifiant que le délai était passé et que j'avais passé mon tour. C'est le cédant qui vous a envoyé une lettre recommandée. Tout à fait. Donc il ne voulait plus vendre. Il ne voulait plus vendre. Ouais. Et alors comment vous avez réussi à le convaincre? Alors bon, je l'ai très mal pris. Je l'ai très mal pris. J'avais fait des audits d'acquisition, j'avais investi quand même pas mal d'argent sur le dossier, un temps assez important. J'étais un peu désespéré, je l'avoue. Donc, bon, comme disait Pascal, il faut aussi être motivé et pas perdre la face comme ça, rester dans l'optimisme. Et donc, tant bien que mal, après quelques semaines, on a réussi à renouer des liens. Par un intermédiaire, on a essayé de trouver une façon de réapprendre à communiquer et puis de reprendre un petit peu le chemin des négociations. Finalement, vous avez signé. Finalement, on a signé, ouais. Après voilà. Parce que le jour de la signature aussi, il m'a appelé à 6h du matin en me disant finalement, je viendrai pas. Je viens.